Ils veulent la présidence du Conseil régional de Bretagne. Chaque samedi matin, dans La Voix est libre, nous recevons ces candidats que vous devrez départager les 6 et 13 décembre prochains. Et aujourd'hui, c'est Marc Le Fur qui est avec nous. Il mènera les listes de la droite, du centre, et quelques régionalistes l'ont également rejoint. Mais qui est-il vraiment? Quel est son parcours? Où va-t-il? Eh bien, nous avons une demi-heure pour le découvrir. La Voix est libre, c'est parti. Bonjour Marc Le Fur. Bonjour. Alors, vous, l'ancien de Sciences Po, l'énarque, le parlementaire, vous avez beaucoup navigué dans le centralisme parisien. Aujourd'hui, vous êtes candidat pour être président de la région Bretagne. C'est ça, la décentralisation? La Bretagne, c'est une passion. C'est une passion de toujours, c'est une passion du fait de mes origines. Et c'est un choix, le choix de la Bretagne, parce qu'à un moment donné de mon existence, je me suis dit, avec mon épouse d'ailleurs, je veux me consacrer à la Bretagne, et la politique a été la résultante de cette volonté d'agir et de travailler en Bretagne. Alors on va revenir tout de suite sur ce parcours, sur cette histoire. C'est la première partie de cette émission, c'est la séquence Qui suis-je? Et comme chaque semaine dans cette émission, on va un peu dérouler le fil de votre vie. Vous êtes né le 28 novembre 1956, loin de la Bretagne, à Dakar. À Dakar, où mon père travaillait à l'époque, mes parents vivaient à l'époque à Dakar. Mais vos racines familiales sont bel et bien en Bretagne. On vous voit tout petit là sur cette photo. Oui, à Plévin, à l'intersection des Côtes d'Armor, du Finistère, du Morbihan, en plein cœur de la Bretagne intérieure, de cette Bretagne bretonnante, rurale, de cette Bretagne de la mine glace, du pays de l'Ardoise. C'est là que j'ai appris l'essentiel des règles de vie, de travail. Je dois beaucoup à cet entourage familial. Plévin, comme Christian Troidec d'ailleurs, au passage. Oui, puisque ma mère est née dans la ferme qu'exploitaient les parents de Christian Troidec. Et vos deux grands-mères portaient la coiffe. C'est en tout cas ce qu'on peut voir sur les photos que vous avez eu la gentillesse de nous envoyer. Là, c'est votre grand-mère maternelle. Exactement. Bretonne pur beurre. Exactement. Elle porte la coiffe du pays de Carhaix, une petite coiffe simple, en bonnet. Et mes parents sont issus de ces milieux-là. Ils ont appris le français à l'école comme toute leur génération. Là, c'est une assez belle photo. On voit mon père entouré de ses... Ah oui, on va revenir à cette photo. Juste, vous avez appris le breton? Vous connaissez le breton? Oui, alors on le parlait à la maison, tout simplement. Je l'ai appris à la maison, pas à l'école. Et mes parents le parlaient, bien évidemment. Ma grand-mère le parlait. Et c'est une chance. Je crois que c'est même une fierté pour moi de parler cette langue, même si je la parle de manière très incorrecte. Une autre photo de famille, là, ça va être du côté paternel. Les costumes sont très beaux, oui. sont très soignés. Quelles sont les origines de votre famille au départ? Alors c'est une famille du dimanche, c'est une famille paysanne, du Moustoir, juste à côté de Plévin. Et mon père est en bas à gauche, à côté de son père, mon grand-père, et de ma grand-mère. Alors vous-même, aujourd'hui, vous êtes père de famille. Avec votre épouse Nathalie, vous avez eu 5 enfants. Eux aussi sont attachés à la Bretagne. On vous voit là sur cette photo de famille. Je crois qu'ils sont attachés à la Bretagne, même s'ils sont, comme beaucoup de jeunes Bretons, amenés à circuler à l'extérieur. Mais c'est très frappant de constater que plus ils sont loin de la Bretagne, plus les Bretons découvrent leurs racines bretonnes, découvrent leur identité. Je crois qu'il y a une identité bretonne, un peuple breton. Et je crois que c'est une chance. Cette cohérence régionale, c'est une chance. Ça permet de faire des choses ensemble. Dans le livre que vous avez écrit, qui est là, Le choix de la Bretagne, vous l'avez écrit à l'occasion des élections régionales, vous parlez d'un moment personnel et familial assez douloureux, le décès de votre épouse en 2009. Vous dites le plus grand drame de votre existence. Vous dites aussi qu'après cela, tous les coups que l'on peut prendre dans la vie politique sont bien relatifs. C'est sûr, c'est très relatif. J'ai connu ce drame comme d'autres, mais j'ai été très entouré par mes enfants, par ma famille, par des voisins, par des amis, par des anonymes. En tout état de cause, tout le reste, effectivement, est très relatif. Le cœur, c'est la famille. On a l'impression, justement, qu'après ce combat, vous êtes jeté encore plus vaillamment dans la vie politique et justement autour du combat de la famille. Le mariage pour tous, ça a été un engagement pour vous. Vous êtes vraiment battu. Oui, parce que je crois qu'il faut donner toutes les chances aux enfants. Et l'une des chances principales que doivent avoir les enfants, c'est d'être entourés d'une maman et d'un papa. Alors quand je dis vous êtes battu, c'est vraiment au sens presque littéral. On va regarder ces quelques images et puis on se retrouve juste après.
Un des parlementaires UMP, le breton Marc Le Fur, se dit indigné par cette intervention policière contre des manifestants apparemment non violents. Il apparaît même comme furieux. Le calot d'un gendarme en fait les frais. Je demande au ministre de l'Intérieur de cesser. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Vas-y, vas-y. Mes chers collègues, la séance est suspendue. Rien ne justifie qu'il puisse y avoir une espèce de descente avec une menace physique comme celle à laquelle on a assisté. Nous sommes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Bon, vous pouvez avoir le sang chaud finalement, Marc Le Fur. Je crois qu'on a des convictions. Ce que je regrette, c'est que ce gouvernement ait voulu cliver les Français, ait voulu les séparer, alors que la famille devrait rassembler, alors qu'une des fonctions des responsables politiques, c'est de rassembler. Je regrette donc que ce débat ait été mis en exergue au moment où le pays avait d'autres préoccupations, d'autres priorités. On le voit bien, je circule en Bretagne. Vous savez, quand vous croisez un couple de boulangers, ils travaillent tous les deux, et vous avouez qu'à deux, ils sortent péniblement un SMIC, ça veut dire que les priorités sont bien de ce côté-là. Si la droite revenait au pouvoir, vous pensez qu'elle reviendrait sur cette loi? Je ne sais pas, c'est difficile à dire, on le sait bien. Mais en tout état de cause, rétablir la priorité pour l'enfance, ça me paraît essentiel. Bon, c'est un peu égaré, on va revenir à votre parcours, si vous le voulez bien, et notamment votre parcours scolaire et universitaire. Vous êtes né dans un milieu de droite, plutôt catholique, mais vous avez fait toutes vos études dans le public. Vous avez un peu une nostalgie de cette époque? Moi, je dois beaucoup à mes instituteurs publics, je l'avoue. Ils m'ont appris beaucoup de choses. J'ai été sans doute un assez bon élève, mais en tout état de cause, j'ai appris les valeurs de travail, d'effort. J'ai appris que la sélection, c'était pas un gros mot, qu'il fallait travailler dans la vie. Et j'ai essayé de te transmettre ces valeurs que j'avais héritées de mes parents. J'ai essayé de les transmettre aux enfants. Je crois que c'est en plus une valeur bretonne. Les Bretons sont des travailleurs. Les gens de l'extérieur le disent. C'est un de nos avantages relatifs. Gardons-le. Ne cassons pas le travail. C'est pour ça que j'en veux beaucoup à la gauche, avec l'affaire des 35 heures, d'avoir dévalorisé le travail. J'en veux également à la gauche d'avoir déprécié les heures supplémentaires. Pour le monde ouvrier, ça a été une catastrophe. Vous avez fait Sciences Po, l'ENA, on l'a dit tout à l'heure, le parcours traditionnel pour de nombreux hommes et pour de nombreuses femmes politiques. Un parcours qui aujourd'hui, parfois, est mal vu par la population. Vous comprenez ça, ce sentiment? J'ai hérité de rien. Ce que j'ai, je l'ai gagné, sans doute par mon travail. Et quand on me fait cette critique, je réponds toujours, je suis peut-être énarque, mais je me soigne. Je me soigne en étant sur le terrain, en rencontrant les gens, en recevant, en allant chez les gens. Je suis l'élu d'une circonscription peut-être les plus pauvres de Bretagne, là où les gens sont modestes. Ce sont essentiellement des paysans, des ouvriers. Et moi, ça m'intéresse de me battre pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils méritent qu'on se batte pour eux. Et vous êtes revenu ici, à votre sortie de l'ENA, quasiment un de vos premiers postes a été directeur de cabinet du préfet des Côtes d'Armor. Chaque fois que l'occasion m'a été donnée, j'ai fait des choix me permettant de revenir en Bretagne. Alors, on va voir ça maintenant un peu plus en détail. On va revenir sur votre parcours politique. On va arriver à la seconde partie de cette émission. C'est la séquence Où vais-je ? Et vous êtes lancé en politique après avoir fait un détour par le cabinet d'Édouard Balladur au ministère des Finances. Vous dites c'est un véritable homme d'État. Ça veut dire quoi? Il y a de faux hommes d'État? Non, je crois qu'il avait toutes les qualités d'un homme d'État, c'est-à-dire il voyait clair, il voyait à moyen et long terme, il se donnait les moyens d'avancer. D'ailleurs, cette époque, 86-88, où j'étais à son cabinet, était une époque où on a beaucoup réformé le pays, en particulier grâce à Édouard Balladur. Oui. Et en 93, on le voit sur ces images, quand vous vous lancez pour les législatives, il vient vous soutenir. Hein. Oui, ça avait été un soutien très précieux. Je lui dois beaucoup. Il m'a appris aussi la rigueur. Vous savez, c'est une chance, quand on a une trentaine d'années, de travailler auprès de personnages de cette stature. Oui. Alors, c'était le début d'une longue vie électorale. Je vous propose de regarder cette petite rétrospective tout de suite.
premier à ouvrir le bal. Hier soir à Loudéac, Édouard Balladur pour le RPR. Devant 700 à 800 personnes, il est venu soutenir la candidature de Marc Le Fur, candidat dans la circonscription. Sur les 26 cantons en balance, les 20 et 27 mars, 17 sont détenus par la gauche et seulement 9 par la droite. Logique arithmétique, une perte sèche de 4 sièges pour la gauche donnerait le Conseil général à la droite. Ce sera une bataille difficile, mais si nous savons nous organiser, tout est possible. Et c'est indispensable pour ce canton qui ne peut plus supporter le déclin qui est le sien, représenté qu'il est actuellement par un conseiller général qui est un homme du passé et un homme dépassé par son mandat. Dans les Côtes-d'Armor, Édouard Balladur a emporté d'1 point la primaire contre Jacques Chirac. Mais les centristes ou députés RPR qui l'ont soutenu n'ont pas d'état d'âme. Marc Le Fur, comme Daniel Pennec, appelle au rassemblement derrière Jacques Chirac. Dès le départ, nous avions dit que nous soutiendrions le candidat de la majorité le mieux placé. Il se trouve que c'est Jacques Chirac. Pendant que la gauche marque partout des points, à Saint-Brieuc, ce sont les candidats de droite qui affichent des grands sourires. Ils conservent leurs 6 sièges. Dans les Côtes-d'Armor, sur les 5 circonscriptions, une seule est retombée dans le giron de la droite, celle de Loudéac-Lamballe, avec la victoire du RPR-UMP Marc Le Fur. Il a battu les députés sortants socialistes Didier Choix. Comme en 93, c'était le 3e duel entre les deux hommes. Et cette fois, il est vrai, le report des voix à gauche n'est pas allé dans le bon sens. Alors voilà, pour cette rétrospective très rapide, on l'a entendu, en 1994, lors des cantonales, vous revendiquez du sang neuf en politique. 20 ans après, vous avez près de 60 ans. 58. Vous développeriez le même argumentaire ? Oui, je crois qu'il faut effectivement du renouvellement, et c'est ce qui caractérisera, pardonnez-moi, ma liste également. J'aurai quelqu'un comme David Robault, un jeune maire de Vannes qui vient de brillamment être réélu à la mairie de Vannes. C'est ça aussi la politique, préparer l'avenir. Nous l'avons fait en Côtes-d'Armor en emportant ce département qui était tenu par la gauche depuis 39 ans avec souvent de jeunes conseillers départementaux. On l'a vu dans le reportage, vous avez été conseiller général, conseiller régional, député, parfois les trois en même temps. Quelle est votre position sur le cumul des mandats ? Alors, j'ai été député et conseiller général. En même temps, je n'ai pas été les trois en même temps. Je crois que le temps du cumul est derrière nous. Je veux dire, les choses sont claires. Il faut se consacrer à un mandat. C'est du travail, c'est de l'activité. Les gens attendent plus de nous que par le passé. Donc, semble-t-il, sont maintenant clarifiés par la loi. Il faut lutter contre les excès du cumul. Vous abandonneriez votre mandat de député ? Les choses sont très claires. Si je suis élu président du conseil régional, je ne me représenterai pas comme député. Mais vous finissez votre mandat, vous allez jusqu'en 2017. Je finis le mandat pour éviter une élection partielle et puis parce qu'il faut finir le job, comme on dit. Êtes-vous plutôt un homme de dossier ou un homme de terrain, Marc Le Fur ? Moi, j'aime le terrain, j'aime les gens, j'aime rencontrer les gens, j'aime m'atteler à leurs problèmes, essayer de les résoudre. On n'y arrive pas souvent, on n'y arrive pas toujours, mais en tout état de cause, il faut être auprès des gens. C'est l'intérêt de la politique. La politique, c'est qu'on croise des gens très divers, de toutes les générations, de tous les milieux. C'est aussi ça qui m'a attiré vers ce monde politique. On essaie de gagner leur confiance, on les déçoit parfois, je sais bien aussi, mais en tout état de cause, ma passion, ce sont les gens, et en particulier les Bretons. Eh bien justement, on va mettre des images sur ces mots. Avec cette seconde rétrospective, on va voir effectivement que vous avez régulièrement un pied en Bretagne et un pied aussi au Parlement. Les employés de l'entreprise Dano sont décidés, ils ne veulent pas de leur nouveau repreneur. Leur député, Marc Le Fur, est intervenu auprès du ministre de la Justice, Pierre Méhaignerie, afin d'accélérer une procédure qui pourrait prendre plusieurs mois. Les salariés souhaitant cet appel, nous sommes à leur côté pour le demander à Pierre Méhaignerie, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Élus toutes tendances politiques confondues, décideurs économiques, chefs d'entreprise des 4 départements bretons s'étaient déplacés pour rappeler au président Bourges la nécessité de mettre très vite, à 2 fois 2 voies, la nationale 164. La Bretagne centrale a besoin d'une route à 2 fois 2 voies. C'est une route que nous réclamons, mais c'est aussi la justice pour la Bretagne centrale que nous réclamons. La parole est à monsieur Marc Le Fur. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, comme vous savez, des pans entiers de notre agriculture sont actuellement en crise. C'est le cas en particulier de la filière porcine. Actuellement, le prix du porc oscille entre 7 et 8 francs du kilo, ce qui est très nettement inférieur au prix de revient et ce qui met en cause l'existence même de nombreuses exploitations familiales.
C'est un vieux serpent de mer qui refait surface à l'occasion des débats qui s'ouvrent à l'Assemblée nationale sur le projet de révision constitutionnelle. La question des langues minoritaires en est l'enjeu. Il s'agit d'obtenir la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales. Aujourd'hui, c'est un député des Côtes-d'Armor, Marc Le Fur, qui monte au créneau. Il vient de déposer 2 amendements en faveur de la Charte. Marc Le Fur n'est pas un homme de l'ombre. On a l'habitude de le voir en première ligne sur plein de dossiers. Il est contre le travail le dimanche, contre l'écotaxe, pour la Bretagne réunifiée, contre le mariage pour tous. Une position très clivante, loin du centrisme à la bretonne, mais qui a le mérite d'être franche. Alors on vient de le voir sur ces images, vous êtes un défenseur de la décentralisation, de l'identité bretonne. Vous êtes aussi attaché à un parti, les Républicains, vous êtes député. Est-ce que tout ça n'est pas parfois un peu difficile à gérer? Est-ce qu'il n'y a pas des antagonismes parfois? Il peut y avoir des contradictions, moi je les assume, mais en tout état de cause, je suis un homme libre, y compris à l'égard de mon parti. Je crois que la liberté, c'est une force. Et il faut défendre les intérêts de ceux qui vous ont fait confiance. Jusqu'à présent, je suis député d'une circonscription, j'essaie de défendre les intérêts des paysans, des ouvriers, des différents habitants de cette circonscription. Si demain, je suis président de la région Bretagne, ma seule priorité, ce sera les Bretons. Et j'utiliserai mon mandat et mes compétences de façon à obtenir des choses pour la Bretagne. Il est fini le temps où les gens se servent de la Bretagne pour des carrières parisiennes. Moi, je me battrai pour la Bretagne et ce sera ma priorité. En tout cas, ça a inspiré Loïc Schwartz. On va regarder ensemble son dessin. Il est titré « Le Fur, rebelle breton ». On vous voit grimper là sur un dolmen et dire non au socialisme, non à l'écologisme, non au lepénisme, non au parisianisme. Et les gens se demandaient pourquoi vous êtes. Et derrière, on le voit, il y a Nicolas Sarkozy qui répond pour le sarkozysme. Vous êtes toujours sarkozyste? Alors je l'ai été en 2007. Je crois que la volonté d'action de Nicolas Sarkozy me plaisait. Maintenant, c'est très clair. Si je suis président de la région, qu'approcheront les primaires, les élections présidentielles, j'irai voir chacun des candidats avec ma liste de courses, en quelque sorte, avec l'idée de dire qu'est-ce que vous faites pour la Bretagne, et je leur demanderai de cocher les cases, de façon à ce que les uns et les autres se positionnent clairement sur les demandes des Bretons. Je leur évoquerai la question des zones franches, des zones défiscalisées dans l'ouest breton, et je demanderai à chacun sa position. En fonction des positions des uns et des autres, je me déterminerai. Revenons à Nicolas Sarkozy. On se souvient de son passage en 2007 au Guilvinec notamment. On sait que les relations avec les Bretons ont été parfois très tendues. Ça ne doit pas être facile pour vous de passer derrière tout ça? C'est vrai, mais en même temps, je sais une chose, c'est qu'il y a encore 3 ans, il y avait moins de chômage, plus d'avantages pour les heures supplémentaires pour les ouvriers, on construisait plus de maisons, les Bretons accédaient plus facilement à la propriété. Aujourd'hui, depuis 3 ans, les choses se sont dégradées. Nous avons pourtant des ministres bretons bien placés, nous avons pourtant 22 députés de gauche proches, sur 27, proches donc de M. Hollande, et la situation des Bretagnes s'est dégradée. La Bretagne a fait confiance à Hollande et à la gauche en 2012. Aujourd'hui, les Bretons sont très déçus, chacun le comprendra. En 2013, vous étiez avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, avec les artisans. On vous a vu un bonnet rouge même sur la tête, tout comme Christian Troadec. Là aussi, parfois, on se dit c'est un peu étonnant, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais non, j'étais à côté des Bretons, des paysans, des ouvriers, des patrons, de tous ceux qui considéraient que l'écotaxe nous posait un problème majeur parce qu'elle pénalisait les régions les plus excentrées, celles qui vivent de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de produits pondéreux pour lesquels le transport est essentiel. Donc, nous avons collectivement dit non à cela, en dépit de nos différences. Il y a des moments où les Bretons doivent parler fort. Il est fini le temps de la discrétion. Il faut que les Bretons sachent défendre leurs intérêts. La Bretagne a des choses à dire à la France. Ce que nous devons dire en particulier à la France, c'est restaurer. Trop de contraintes, trop de charges, ça suffit. Vous pourriez vous associer avec lui, quelque part? Moi, je m'associe avec tous les hommes de bonne volonté, tous les gens de bonne volonté. Je n'ai pas de difficulté de ce point de vue. Quelque part, s'il est au second tour à ces élections régionales, ça pourrait vous aider, non? À tout état de cause. Je connais bien Christian Troadec depuis longtemps. Je l'ai connu gamin, si j'ose dire. En tout état de cause, mon souci, c'est la défense des intérêts des Bretons. Et le propre celui qui prétend à une responsabilité régionale, c'est de fédérer des gens très divers, de droite, de gauche, de l'ouest, de l'est. On va essayer de fédérer tout ce monde-là. Eh bien justement, on va parler un peu plus longuement de ces régionales. Place à la 3e et dernière partie de cette émission. Dans quelle étagère? Et question rituelle,
Marc Le Fur, à moins de 2 mois maintenant des élections régionales. Dans quel état êtes-vous ? Je circule, je vais partout, je suis en campagne, je rencontre beaucoup de gens. Je dois dire que c'est passionnant. Hein. C'est un peu le combat de mon existence. J'étais 18 ans à l'Assemblée, maintenant je veux m'investir complètement pour la Bretagne. Alors vous avez lancé justement cette campagne dimanche à Bru, on écoute. Nous serons unis et chacun fera les efforts pour cette unité. Moi je veux rassembler les républicains bretons, je veux rassembler le MoDem breton, je veux rassembler l'UDI bretonne, je veux rassembler les régionalistes bretons. Moi je ne veux pas des uniformes autour de moi, je veux de la diversité, je veux de l'initiative, je veux que ça pétille comme ça a pétillé ce matin. Les Républicains, l'UDI, le MoDem, quelques groupes régionalistes, ça y est, tout est en ordre ? Oui, des Républicains bretons, MoDem breton, UDI breton, régionalistes bretons. C'est surtout l'adjectif qui m'intéresse. Hein. Et puis après, on fédère tous les partis, parce que les partis, ça existe aussi, il faut faire avec. D'ailleurs, il y a quelques jours, Jean-Yves de Chaize-Martin, le maire UDI de Paimpol, avait la dent plutôt dure contre vous. Le rassemblement paraissait assez loin, on l'écoute. Le centre n'est pas un paillasson, n'est pas un faire-valoir, et on ne peut pas aller piocher des personnalités à droite à gauche au gré des ralliements. On doit soit construire un projet ensemble, soit faire sa vie dans son coin. C'est ce que font les Républicains aujourd'hui dans les Côtes-d'Armor, et donc il ne peut pas y avoir sur cette base-là d'accord avec l'UDI. Il y a des alternatives, on n'est pas marié avec les Républicains, on est même plutôt en procédure de divorce avant même d'avoir signé le contrat, donc il y a des alternatives. La personnalité de Jean-Yves Le Drian est assez connue pour être le meilleur ambassadeur de la Bretagne, avec ses responsabilités nationales en particulier. Sa candidature est donc essentielle et urgente pour notre région. Alors, c'est un rassemblement de façade ? Chaize-Martin, lui, il a choisi Le Drian, donc il est en dehors de la course, bien évidemment. Mais en tout cas, cause, nous rassemblons. Nous rassemblons l'UDI, le MoDem, les régionalistes. En 2010, il n'y avait pas eu de rassemblement, nous avons échoué. En 2014, il n'y avait pas eu de rassemblement, nous avons échoué. En 1998, il y avait eu un rassemblement, nous avons gagné. Là, il y aura une seule liste. D'ailleurs, il n'y a pas de contestation sur la tête de liste. Et si les gens se bagarrent un peu, c'est pour être sur la liste. Donc pour être avec moi. Ça veut dire que globalement, ils adhèrent à ce projet et à celui qui, au moins comme tête de liste, l'incarne. Mon souci, c'est de rassembler toutes les bonnes volontés pour la Bretagne. Jean-Yves de Chaize-Martin, on appelle à Jean-Yves Le Drian, c'est quand même paradoxal, étonnant. Je crois qu'il est très singulier, d'ailleurs il a été complètement désavoué par toute l'UDI de Bretagne. Hein. Voilà. C'est un cas tout à fait à part et marginal. Jean-Yves Le Drian, qui n'est pas encore officiellement candidat, vous en pensez quoi ? Quel est votre point de vue là-dessus ? Il sera candidat s'il le souhaite, il en a parfaitement le droit. Ce que je veux simplement affirmer, c'est que la France est en guerre, c'est pas une information. La Bretagne est en crise, c'est pas une information. Une France en guerre, ça veut dire un ministre de la Défense à 100% de son temps. Et une Bretagne en crise, ça veut dire un président des Bretons à 100% de son temps. Donc il faut choisir, il faut être clair. Moi je suis clair, mon livre s'appelle Le choix de la Bretagne, ma liste s'intitule Le choix de la Bretagne. Et puis vous avez tout intérêt finalement à ce qu'il ne soit pas là. Moi je sais pas. Ça sera plus facile. C'est pas moi qui choisis mon concurrent, je n'ai pas d'adversaire en Bretagne, j'ai des concurrents, ce n'est pas moi qui choisis mon concurrent. Je sais que j'en aurai, je sais qu'ils seront par définition redoutables. Parce que c'est eux qui tiennent aujourd'hui le pouvoir régional, c'est une réalité. Mais en tout état de cause, moi je veux rassembler tous ceux qui veulent contribuer à sortir la Bretagne des difficultés qu'elle traverse aujourd'hui. Dans le domaine agricole, dans le domaine industriel, etc. Êtes-vous un homme autoritaire, Marc Le Fur ? Je crois pas, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut... c'est le reproche que font certains de vos alliés, en tout cas. Vraiment, ceux qui me connaissent à titre privé savent que je ne suis pas du tout classé dans cette catégorie. Il n'empêche qu'à un moment donné, il faut trancher, il faut agir. La politique, c'est aussi à un moment donné l'esprit de décision. Hein. Jusque-là, c'est Bernadette Malgorn qui a mené le groupe d'opposition donc au Conseil régional, le groupe de droite. Elle ne sera pas sur vos listes là, pour ces élections. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait d'autres choix, parce qu'elle a incarné des moments difficiles, objectivement, notre sensibilité politique. Et puis parce qu'il faut du renouvellement, tout simplement. Son bilan n'était pas bon ? Si, objectivement, elle a fait son travail, en particulier à la tête de l'opposition. C'est jamais simple d'être à la tête de l'opposition. Mais en tout état de cause, d'autres choix ont été faits par l'ensemble des responsables politiques bretons qui me soutiennent, comme Pierre Méniory me soutenait dimanche dernier encore à Bru. Parmi les conseillers régionaux sortants, il y a Jacques Le Gouen, qui est aussi ancien député UMP du Finistère. Nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Écoutez ce qu'il disait à votre sujet. On l'écoute.
Il a du tonus, de l'énergie, mais peut-être qu'il ne s'écarte pas trop de la ligne. Moi, je suis un peu inquiet sur le programme qui pourrait se mettre en place et qui, pour moi, ne se contente pas à 2 lignes, les bonnets rouges et comment dirais-je, et la Bretagne a 5 départements, ou à 6, ou à 12. Non, le problème, il est de répondre aux attentes de nos concitoyens. Rassurez-nous, votre programme ne s'arrête pas à l'identité bretonne. Non, il y a beaucoup de choses dans le programme. Mais la Bretagne à 5, ça compte. Je suis d'ailleurs frappé. Beaucoup de gens m'en parlent spontanément. Et beaucoup de gens font le reproche à la gauche de les avoir privés de cette possibilité. Nantes en Bretagne, ça veut dire une Bretagne qui aurait la taille du Danemark, qui pourrait exister au niveau national, mais aussi au niveau européen. On va être dans une concurrence terrible entre les régions. Et les régions fortes, oui, ça va être très redoutable. Il faut se donner les moyens d'être fort. Et c'est pour ça qu'avec d'autres, j'ai toujours soutenu l'idée d'une Bretagne à 5. Et je regrette que la gauche, qui avait créé des illusions sur ce sujet, nous ait complètement abandonnés sur ce sujet. Alors très bien, la Bretagne à 5, l'identité bretonne, et sinon? Sinon, beaucoup de choses qui peuvent être très, très, très concrètes. Prenons les apprentis. Un apprenti, c'est quelqu'un qui habite quelque part, mais qui a un centre de formation d'apprentis plus loin, qui a aussi un employeur, puisqu'il a un contrat de travail. Donc il doit circuler. Eh bien, dès notre arrivée au pouvoir, nous mettrons en place les moyens d'aider les jeunes apprentis à financer l'obtention de leur permis de conduire. Voilà quelque chose de concret. Autre chose très concrète, très rapidement. Dans le transport public, les TER, les cars, la Wi-Fi systématiquement installée. Pour se distraire, pour travailler, c'est une demande du public, eh bien ça sera fait très vite. Troisième chose, l'aide aux primo-accédants. Les jeunes couples veulent accéder à la propriété, il faut que d'une manière ou d'une autre, la région les aide. Pour toutes ces idées, il faut être élu. On annonce un FN à plus de 15%, donc ils seront probablement là au second tour. Ça va être un fort handicap pour vous. Comment vous allez faire, comment vous faites avec le Front National en Bretagne et cette poussée du Front National en Bretagne? Il faut savoir dire aux Bretons que je comprends l'irritation, je comprends l'agacement, je comprends même la révolte de beaucoup de nos compatriotes. Elle est due à une gestion de gauche, elle est due aussi à autre chose, on le sait bien, à la crise et toutes ces choses. Mais en tout état de cause, le Front National n'apporte pas de réponse concrète et raisonnable à cela. Moi, mon souci, c'est d'apporter des réponses concrètes, raisonnables. Je ne prétends pas tout résoudre, mais que chacun comprenne qu'on n'a pas le droit aux excentricités, en quelque sorte. Jamais de rapprochement. Non, il n'y avait jamais été question de rapprochement. Et surtout, il faut que nous ayons un gouvernement de la Bretagne responsable, positif, qui fasse des choses. Alors, toutes ces questions-là, bien sûr, on aura le temps d'y revenir au cours des prochains débats que nous allons organiser. On arrive déjà au terme de cette émission et nous avons des questions rituelles. D'abord, un personnage qui a marqué votre existence, très rapidement. Un personnage du XXe siècle, un personnage considérable, c'est Lech Walesa, qui a incarné la révolte contre le communisme, qui a incarné ce rassemblement des ouvriers à Dansk. C'est une image qui a beaucoup frappé ma jeunesse et mon adolescence. Et donc, je suis effectivement admiratif devant cet homme qui, à lui avec quelques autres, bien évidemment, a bousculé l'histoire du monde. Et deuxième question rituelle de cette émission, un livre qui a marqué votre vie. Alors, les Mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand, parce que Chateaubriand, c'est Combourg, c'est Saint-Malo, c'est la Bretagne. C'est certainement le plus grand écrivain français, c'est ce que disait le général de Gaulle. Et puisque c'était aussi un amoureux de la vie, un amoureux des femmes, donc un bel hommage à la Bretagne, aux Bretonnes et aux Bretons. Eh bien, merci beaucoup, Marc Le Fur, d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà la fin de cette émission. Samedi prochain, si tout va bien, nous devrions recevoir un candidat du Parti socialiste. En attendant, eh bien, vous pouvez continuer de nous suivre sur les réseaux sociaux. À suivre tout de suite le journal régional. Très très belle semaine. On se retrouve donc samedi prochain à 11h30.